Le secret de ma belle-mère, elle a fait un test ADN en cachette à ma fille pour prouver que je la trompais. Lors du dîner du dimanche, elle a glissé l'enveloppe à mon mari avec un sourire. Les résultats l'ont détruite, pas moi. L'enveloppe était déjà sur la table du couloir quand nous sommes arrivés. Je l'ai vue au moment où Marc a ouvert la porte d'entrée de Patricia. Une enveloppe. Kraft, de taille lettre standard, placée au centre de la console, entre la lampe en céramique et le plat où Patricia gardait ses clés, posée là délibérément. Mise en scène, comme Patricia mettait tout en scène, avec le sens esthétique méticuleux d'une femme qui comprenait que le positionnement des objets communiquait l'intention avant même qu'un mot ne soit prononcé. Elle était dans la cuisine quand nous sommes entrés, lançant un salut par-dessus le son de la minuterie du four. Marc lui a embrassé la joue. Lily a couru vers le tiroir à biscuits. Warren, le père de Marc, a levé les yeux de la télévision du salon et a fait un signe de la main. Normal. Tout cela était entièrement normal. Le rythme rodé d'un dîner du dimanche auquel nous assistions. Depuis 7 ans. J'ai regardé l'enveloppe. Je savais ce qu'il y avait dedans. Je le savais depuis 11 jours. La question avec laquelle je luttais, celle que j'avais retournée dans mon lit. À 2 heures du matin chaque nuit depuis que le laboratoire m'avait appelé au travail, n'était pas de savoir si Patricia avait fait ce que je savais qu'elle avait fait. C'était de savoir si je devais laisser la soirée se dérouler exactement comme elle l'avait prévu. Mon avocate, Rebecca Tchou, 15 ans. D'expérience en droit de la famille, directe, méthodique, le genre d'avocate qui vous envoie des emails à 7 heures du matin, avait été claire. Laissez-la jouer son jeu. Vous avez besoin de témoins. Le moment où vous la mettez au courant, elle pleure, s'excuse, et rien ne change. Structurellement. Laissez la pièce le voir. J'avais suivi ce conseil pendant 11 jours. Patricia nous a appelés à table à 18 heures. Je me suis assise. J'ai placé ma serviette sur mes genoux. J'ai accepté le panier de pain de Warren. J'ai regardé l'enveloppe être portée du couloir et posée à côté de la chaise de Patricia, et j'ai senti mon cœur battre d'une ligne régulière et unique, et j'ai attendu. Laissez-moi vous parler de Patricia Atwood avant de vous raconter ce qui s'est passé à cette table, car rien de tout cela n'a de sens sans elle. Patricia avait 61 ans, elle était l'épouse de Warren Atwood, la mère de Marc et de sa sœur cadette Courtney. Elle avait été hygiéniste dentaire pendant 22 ans avant de prendre sa retraite à 58 ans, et elle apportait cette précision professionnelle dans tout ce qu'elle faisait. Les dîners du dimanche étaient toujours dressés correctement, les fêtes toujours coordonnées, les photos de famille toujours encadrées et exposées d'une manière qui communiquait exactement l'histoire qu'elle voulait raconter sur qui étaient les Atwood. Elle aimait Marc comme certaines mères aiment leur fils, de manière complète et primordiale, d'une façon qui donnait l'impression que toutes les autres relations de sa vie devaient mériter leur place à table. Lorsque nous nous sommes fiancés, elle avait été chaleureuse, organisée et accueillante, et j'avais été reconnaissante. J'avais complètement manqué, parce que j'avais 29 ans, j'étais amoureuse et pas encore habituée à Patricia, que cette chaleur était conditionnelle, que l'organisation était une question de contrôle, que l'accueil avait des petites clauses. Je suis ergothérapeute. Je travaille principalement avec des patients pédiatriques, et la compétence spécifique que ma formation a le plus affûtée était la reconnaissance de forme. La capacité à observer un ensemble de comportements au fil du temps et à identifier la structure sous-jacente. Que fait cet enfant? Que nous dit le schéma? Que communique le comportement que les mots ne disent pas? J'applique cela au travail tous les jours. J'aurais dû l'appliquer à Patricia des années plus tôt. Le schéma a commencé le jour de la naissance de Lily. Ma fille est venue au monde avec des cheveux foncés, épais et doux, le genre que les nouveau-nés ont parfois et perdent souvent. À son premier anniversaire, ils avaient changé des boucles roux cuivrées, couleur fraise,
qui captaient la lumière d'une manière particulière. De petits feux, les appelait Marc. Sur le ton satisfait d'un père qui trouvait tout extraordinaire chez sa fille, les cheveux roux venaient de mon côté. Ma mère les avait, sa mère avant elle. Un fil génétique traversant les femmes de ma famille depuis au moins 3 générations, aussi documenté et anodin que n'importe quel autre trait héréditaire. Pour Patricia, c'était un mystère. Pas en privé, mais publiquement, constamment. Avec la mécanique sociale spécifique d'une femme qui comprenait que si l'on dit quelque chose assez souvent, devant suffisamment de personnes, sur un ton suffisamment léger, cela commence à se figer en vérité acceptée, les cheveux roux ne sont pas courants dans la famille Atwood. Dîner de Pâques, quand Lily avait 14 mois, dit légèrement, à personne en particulier, en souriant, elle n'a certainement pas eu ça de notre côté. Thanksgiving, dit en touchant affectueusement une des boucles de Lily, d'une manière qui rendait impossible de s'y opposer sans paraître trop sensible. D'où pensez-vous qu'elle les tient? Une fête d'anniversaire, dit à la femme d'un cousin qui ne connaissait pas assez bien la famille pour comprendre l'architecture de la question. J'ai tenu un compte dans un carnet. Non pas parce que je préparais quoi que ce soit à ce moment-là, mais parce que je suis ergothérapeute, et que je documente les schémas. 14 commentaires en 6 mois. Toujours léger. Toujours souriant. Toujours juste assez fort pour être entendu dans n'importe quelle pièce où nous nous trouvions. Ma propre mère, quand je lui ai décrit le schéma au téléphone un soir, a dit, Daniel, elle essaie de suggérer quelque chose. Je sais ce qu'elle suggère, ai-je dit. Que allez-vous faire à ce sujet? Je vais le documenter, ai-je dit, et attendre. Le laboratoire m'a appelé à 11h23 un mardi. J'étais entre 2 séances avec des patients au centre de rééducation pédiatrique où je travaille, debout dans le couloir, un dossier de patient dans une main et une tasse de café tiédissante dans l'autre, lorsque mon téléphone a affiché un numéro inconnu de Hartford. Madame Atwood, c'est Kelly de Genevia Lab. Nous avons reçu un échantillon d'ADN pour votre fille Lily, soumis par une Patricia Atwood. Notre politique exige un consentement parental documenté avant de traiter les tests génétiques sur les mineurs. J'appelle pour confirmer si vous souhaitez que nous procédions ou que nous annulions la demande. Ma tasse de café était dans ma main. Je me souviens d'en être très consciente. Très consciente de ne pas la poser trop fort. Annuler, ai-je dit. Bien sûr. Je le noterai dans le dossier. Y a-t-il quelque chose? Pouvez-vous me dire comment l'échantillon a été soumis? Quel type d'échantillon? Une pause. Une joue, a-t-elle dit. C'est de votre faute, ai-je dit. Merci d'avoir appelé. J'ai raccroché. Je suis resté dans le couloir pendant 30 secondes. Puis j'ai appelé Rebecca Chou. Rebecca Chou avait 15 ans d'expérience en droit de la famille, était associée chez Aldrich et Chou à Hartford, et m'avait été recommandée par une collègue dont elle avait géré la situation de garde d'enfants avec le genre de précision constante et stratégique qui avait fait sa réputation. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Je lui ai raconté ce qui venait de se passer. Ne confrontez pas Patricia, a-t-elle dit, avant que j'aie fini. Je sais que c'est l'instinct. Ne le faites pas. Je sais, ai-je dit. Je veux comprendre. Ne confrontez pas Patricia, a-t-elle dit, avant que j'aie fini. Je sais que c'est l'instinct. Ne le faites pas. Je sais, ai-je dit. Je veux d'abord comprendre mes options. Soumettre l'ADN d'un mineur pour test sans consentement parental est une violation des lois du Connecticut sur la vie privée génétique. C'est potentiellement passible de poursuite devant un tribunal civil. Plus important encore, elle a fait une pause. Plus important encore, cela vous dit quelque chose sur ce qu'elle prévoit de faire avec les résultats. Elle pense qu'elle va trouver quelque chose, ai-je dit.
Elle va essayer de créer une scène, probablement lors d'un événement familial. Avec des témoins qu'elle aura choisis. C'est le schéma de ce genre de comportement. Rebecca a été directe, mon conseil? Laissez-la jouer son jeu. Quand elle montrera ses cartes, assurez-vous qu'il y ait des gens dans cette pièce qui se souviendront exactement de ce qu'elle a dit et fait. Ensuite, appelez-moi. Nous avons parlé pendant 20 minutes. Lorsque j'ai raccroché, je ne suis pas allé à ma prochaine séance patient immédiatement. Je me suis assise dans la salle de pause et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Geneviève était le laboratoire clinique, mais Patricia avait également utilisé une plateforme ADN. Grand public. Kelly l'avait mentionné. Une soumission secondaire. Le genre qui génère des rapports de correspondance familiale via des bases de données partagées. Le nom de la plateforme était Family Origins. C'était le genre de plateforme qui croisait votre échantillon avec une base de données de millions de personnes et générait des correspondances potentielles de proches. Patricia avait utilisé la date de naissance de Lily comme mot de passe du compte. 06142019. Je veux être clair, je n'ai rien piraté. Je connaissais la date de naissance de ma fille. Je l'ai tapé dans le champ du mot de passe. Le compte s'est ouvert. Le rapport de correspondance familiale avait été généré 48 heures plus tôt. J'ai fait défiler jusqu'au résultat. La paternité de Lily n'était pas en question. 7. Section du rapport montrait une correspondance de paternité de 99,998% avec un profil Mark Atwood que Patricia avait soumis quelques années auparavant. Apparemment, elle avait testé Mark à son insu à un moment donné, ce que j'ai noté et classé sans le traiter pleinement à ce moment-là, à cause de ce qui se trouvait juste en dessous. Correspondance familiale? Demi-oncle potentiel. James M., 36 ans. Portland, Oregon. J'ai regardé cela pendant longtemps. Demi-oncle signifiait que James M. partageait de l'ADN avec Lily à un niveau qui indiquait qu'il était soit mon demi-frère, soit celui de Mark. J'ai un frère, David, 34 ans, qui vit à Austin. Et dont l'ADN ne figurait sur aucune plateforme que je connaissais. Je n'avais pas de demi-frères ou sœurs que je connaisse. J'ai cherché le nom attaché à la correspondance, James Michael Callahan, né en 1990. Adopté à la naissance par une agence privée à Hartford, Connecticut. J'ai ouvert un deuxième onglet. Les dossiers d'adoption du Connecticut de 1990 n'étaient pas accessibles au public, mais James Callahan avait un profil LinkedIn, une présence publique sur Facebook et un profil sur un forum de recherche d'adoptés où il avait posté 3 ans plus tôt à la recherche de sa famille biologique. Son message indiquait qu'il était né à Hartford en juin 1990 et avait été placé par une agence d'adoption catholique privée. Il n'avait trouvé aucune correspondance biologique jusqu'à récemment. Patricia Atwood est née en 1963. Elle aurait eu 26 ans en 1990. Elle a épousé Warren Atwood en 1992. J'ai regardé le profil Family Origins une fois de plus. La correspondance familiale avait une étiquette. Un autre utilisateur avait déjà signalé la connexion. Le nom d'utilisateur était Margaret 1958. Je ne connaissais qu'une personne nommée Margaret dans la famille Atwood. Margot. La tante de Mark, la sœur aînée de sa mère de 3 ans, qui venait à chaque dîner du dimanche et s'asseyait à la droite de Patricia et était là. Personne que Patricia appelait en premier pour tout. Pendant 30 ans, autant que je pouvais en juger, Margaret Ruth Holloway avait été la plus proche confidente de sa sœur. Margot le savait. J'ai enregistré chaque page, capture d'écran, PDF, l'exportation complète du rapport de correspondance. J'ai envoyé le fichier complet à Rebecca Chou avec pour objet, voir pièce jointe, appelez-moi dès que vous le pouvez. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé voir mon prochain patient, un enfant de 6 ans nommé Théo,
qui travaillait sur la coordination motrice fine. Et je me suis assise en face de lui et je l'ai guidé à travers une activité, et j'y étais pleinement présente. Parce que Théo avait besoin que je sois présente. Et parce que la capacité à compartimenter est quelque chose que j'avais développé au cours d'années de travail dans un domaine où l'on ne peut pas apporter la douleur d'un enfant dans la séance d'un autre enfant. Petite pause. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci en meilleure qualité, mon Spotify est lié dans la description. Je suis rentré chez moi à 18 h. Je n'ai pas dit à Marc. Pas encore. J'avais besoin de voir la pièce en premier. Rebecca m'a appelé le lendemain matin. La correspondance est cohérente, a-t-elle dit. Basée sur le nombre de centimorgans dans le rapport, James Calla en partage approximativement la bonne quantité d'ADN avec Lily pour être son demi-oncle, et non un parent plus éloigné, ce qui signifie qu'il est presque certainement soit votre demi-frère, soit celui de Marc. Il n'est pas le mien, ai-je dit. Je sais, a-t-elle dit. J'ai fait le calcul de la chronologie. Patricia avait 26 ans en juin 1990, célibataire. Elle a épousé Warren 2 ans plus tard. Silence. Elle a abandonné un enfant, ai-je dit, avant son mariage, et elle a passé 7 ans, tout le temps que j'ai passé dans cette famille, à se demander si ma fille était celle de Marc. Oui, a dit Rebecca. Je suis resté un instant avec cette pensée. Elle allait utiliser cette enveloppe pour détruire mon mariage, ai-je dit. Lors d'un dîner de famille. Avec des témoins. Cela semble être le plan, a dit Rebecca. D'accord, ai-je dit. Alors, nous la laissons faire. Le fait d'attendre, une vraie attente, le genre stratégique, pas le genre passif, exige que vous vous comportiez normalement pendant l'intervalle. Et un comportement normal, alors que vous portez quelque chose d'aussi lourd, exige un niveau de performance soutenu que je n'ai pas pleinement apprécié. Avant d'en être à 3 dimanches. J'ai fait la conversation avec Patricia lors du dîner d'octobre. J'ai admiré le rôti de Pau. Je l'ai regardé toucher ça. Boucle d'oreilles de perles quand elle était confiante, et je l'ai catalogué. Comme je cataloguais tout, et je n'ai rien dit. Marc a remarqué que j'étais plus silencieuse que d'habitude. Il m'a demandé à la maison si quelque chose n'allait pas. J'ai dit que je gérais un peu de stress au travail. Il a accepté cela, ce qu'il n'aurait pas fait s'il avait été très attentif, mais Marc n'est pas un homme qui cherche des sous-entendus dans des situations où il n'a aucune raison d'en chercher. Il me fait confiance. Il m'avait fait confiance pendant 9 ans. Cette confiance n'était pas mal placée. J'ai appelé ma propre mère un jeudi soir et je lui ai raconté les grandes lignes. Pas tous les détails, mais assez. Elle est restée silencieuse un instant. Quand j'ai eu fini. Que vas-tu faire, a-t-elle demandé. Je vais laisser Patricia donner ses propres preuves à Marc, ai-je dit, dans sa propre salle. À manger, à sa propre table, avec sa propre famille qui regarde. Ma mère a réfléchi à cela. Ta fille a les cheveux roux à cause de moi, a-t-elle dit. Tu sais ça. Je sais, ai-je dit. Assure-toi qu'il le sache aussi, a-t-elle dit. Dîner du dimanche, novembre. La salle à manger de Patricia pouvait accueillir confortablement 8 personnes. Ce soir-là, elle accueillait Warren, la sœur de Marc, Courtney, Margot et son mari Denny, leur fille Ellie, et nous. Le rôti de Pau était excellent. Le pain était chaud. Lily était assise dans son rehausseur, mangeant exactement 2 bouchées de tout. Et ignorant les haricots verts, ce qu'elle fait à chaque dîner, et ce que Patricia remarquait toujours sans jamais commenter, car elle réservait ses commentaires pour d'autres choses. Après le plat principal, Patricia s'est levée. Avant le dessert, a-t-elle dit, avec le calme d'une femme qui avait répété cela, il y a quelque chose que je veux partager avec la famille. Elle a ramassé l'enveloppe Kraft. Elle l'a placée devant Marc. J'ai regardé mes
Main sur mes genoux. Je n'ai pas regardé Margot. Ouvre-la, a dit Patricia. Marc a regardé sa mère un instant, la brève calibration d'un homme essayant de comprendre une situation, puis il a brisé le sceau. 15 secondes de silence. Pendant qu'il lisait. Elle est la mienne. Sa voix était plate, pas en colère. Plate, comme les voix deviennent plates quand quelque chose est trop grand pour être traité en temps réel. Il a levé la page pour que la table puisse la voir. Probabilité de paternité, 99,99 1998%. Lily est ma fille. Le sourire de Patricia s'est brisé. Le contrôle minutieux des 7 dernières années a développé une fissure en plein centre. Ce n'est pas possible. Continue de lire, ai-je dit, doucement. Page 4. Tout le monde à table m'a regardé. J'ai regardé Marc. Il a tourné à la page 4. Le rapport de correspondance familiale. Il l'a lu. À haute voix, lentement. La façon dont on lit quelque chose quand les mots arrivent clairement, mais que le sens s'organise encore. Correspondance. Familiale potentielle. James M., 36 ans. Portland, Oregon. Estimation de la relation. Demi-oncle de Lily Atwood. Il a posé la page. Il m'a regardé. Demi-oncle, a-t-il dit. Cela signifierait qu'il est soit ton demi-frère, soit le mien. Il n'est pas le mien, ai-je dit. Je l'ai vérifié. Marc s'est tourné pour regarder sa mère. Le mouvement était lent. Tout dans cette pièce bougeait lentement. Qui est James, a-t-il dit. La main de Patricia s'est levée vers sa boucle d'oreille en perles. Le geste qu'elle utilisait à chaque dîner, à chaque moment où sa certitude rencontrait une quelconque résistance. Sa main se dirigeant vers cette boucle d'oreille comme d'autres personnes tendent la main vers un chapelet ou une pièce porte-bonheur. 7 ans à la regarder faire, et je n'avais jamais compris ce que c'était jusqu'à maintenant. Cette fois, sa main s'est arrêtée à mi-chemin, en l'air, figée. La fourchette de Margot a heurté l'assiette, non pas tombée, mais placée, délibérément, avec le son mesuré d'une femme prenant une décision. Elle s'est levée. Triche, a-t-elle dit. Non. 2 mots. La table a tout compris. Le silence qui a suivi était différent du silence d'avant. Plus dense. Chargé. Le silence d'une pièce ou quelque chose qui avait été enterré pendant 36 ans venait de faire surface. La voix de Patricia, quand elle est venue, était à peine audible. C'était avant ton père, a-t-elle dit. J'avais 25 ans. Je n'étais pas prête. C'était une agence privée à Hartford. Je pensais avoir géré ça. Ses yeux se remplissaient. Je pensais que personne ne le saurait jamais. Tu as eu un enfant, a dit Marc. Pas une question. Et tu as passé 7 ans. Il s'est arrêté. Sa mâchoire s'est contractée. Tu as passé 7 ans à insinuer que Lily n'était pas la mienne. Tu as fait tester la fille de ma femme. Sans son consentement. Sans mon consentement. Parce que tu cherchais quelque chose à lui reprocher. Il a pris l'enveloppe. Il l'a tendue à travers la table vers Patricia. Alors. Que tu cachais quelque chose depuis plus longtemps que je n'ai vécu. Il a regardé sa mère fixement. Je pense que tu as besoin de voir ça, a-t-il dit. Les mots exacts qu'elle avait utilisés 20 minutes plus tôt. Dit lentement, pour qu'elle n'en manque pas un seul. La main de Patricia était toujours figée à mi-chemin de sa boucle d'oreille. Margot s'était rassis et regardait la nappe. Warren, à la tête de la table, était très immobile. Courtney, à ma gauche, a tendu la main sous la table et a trouvé la mienne. Je l'ai laissé la tenir. Ce qui a suivi n'a pas été net. Je veux être honnête à ce sujet. Le dîner s'est terminé sans dessert. Warren a ramené
Margot et Denny à la maison. Ellie, qui avait 22 ans et avait absorbé plus que n'importe quel jeune. Personne ne devrait absorber lors d'un dîner de famille, m'a envoyé un SMS le lendemain matin pour me demander si j'allais bien, et je lui ai dit que oui, et je le pensais. Marc et moi sommes rentrés chez nous en silence, Lily endormie. Dans son siège auto, les lumières de la rue traversant le plafond de la voiture. À intervalles réguliers. Nous l'avons couché, puis nous nous sommes assis dans la cuisine et il m'a dit ce qu'il ressentait, ce qui a pris du temps. Parce que Marc n'est pas un homme qui a immédiatement le langage des sentiments complexes, il a besoin de les retenir avant de pouvoir les nommer. Il a dit : « J'ai l'impression d'avoir défendu la mauvaise personne pendant 7 ans. Tu ne savais pas, ai-je dit. J'aurais dû le voir. Elle était prudente. Ai-je dit. Elle était très prudente. Il est resté silencieux. Il y a un homme à Portland, a-t-il dit, qui est mon demi-frère, qui a été donné en adoption avant ma naissance, et qui cherche sa famille biologique depuis 3 ans. Il a regardé la table. Il n'a aucune idée de ce qui s'est passé ici. J'avais beaucoup réfléchi à James Callahan au cours des 11 derniers jours, à ce que cela signifiait d'avoir passé 36 ans à chercher d'où l'on venait. Et que la réponse soit une femme qui vous avait enterré si complètement qu'elle s'était concentrée sur la destruction du mariage de quelqu'un d'autre, plutôt que d'envisager la possibilité d'être retrouvée. Qu'est-ce que tu veux faire à ce sujet, ai-je demandé. Je veux le contacter, a dit Marc, s'il veut savoir. Alors nous le ferons, ai-je dit. Marc m'a regardé longuement. Tu savais depuis 11 jours. Nous documentons les schémas, ai-je dit. Il a ri. C'était un petit rire, fatigué. Mais réel, et j'ai posé ma main sur la sienne sur la table, et nous sommes restés là dans la cuisine un moment, dans le silence particulier de 2 personnes qui viennent de traverser quelque chose et qui font le point. L'aspect juridique formel a été traité par le bureau de Rebecca au cours des 6 semaines suivantes. La plainte civile qu'elle a déposée en mon nom citait la violation de la loi du Connecticut sur la confidentialité des informations génétiques, spécifiquement la disposition interdisant les tests génétiques sur un mineur sans consentement parental documenté. L'enregistrement de l'appel de Genevia Lab, horodaté et documenté, a servi de preuve fondamentale. Rebecca m'a décrit cela comme une violation nette avec une documentation claire. Ce qui, en termes juridiques, est à peu près le meilleur scénario possible. Patricia n'a pas contesté. Son avocat, un homme nommé Doug Lafar, 20 ans d'expérience en défense civile, qui a appelé Rebecca la 2e semaine, a communiqué que sa cliente souhaitait résoudre l'affaire sans litige supplémentaire. Les termes du règlement comprenaient une reconnaissance écrite formelle de la violation de la vie privée, un engagement à cesser tout test ou enquête non autorisée liée à Lily, et une contribution à une fiducie au nom de Lily que je ne spécifierai pas en termes monétaires ici. Mais que Rebecca a décrite avec une retenue professionnelle comme appropriée à la violation. La question de la confidentialité de l'ADN était une partie. L'autre partie était personnelle, et elle a progressé plus lentement, et elle progresse toujours. Marc a contacté James Callahan en décembre via la plateforme Family Origins avec un message qu'il a mis 4 brouillons à écrire. Il m'a envoyé chaque brouillon. La version finale disait : « Je crois que nous sommes peut-être demi-frères. Je veux que tu saches que si tu cherchais, tu n'es pas inconnu. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit ou ce que tu veux, mais je suis là et j'aimerais parler si tu le souhaites. » James a répondu en moins de 12 heures. Il a pris l'avion pour Hartford en février. J'ai préparé le dîner. Marc l'a rencontré à l'aéroport. J'ai regardé les 2 hommes franchir la porte d'entrée et je l'ai vu. 7. Chose que la génétique fait, l'écho d'une personne dans une autre, dans la forme de leurs épaules, la façon dont ils se sont tous 2 arrêtés dans l'embrasure de la porte et ont regardé autour de la pièce avant de parler. Lily a couru vers James immédiatement parce qu'elle avait 3 ans et avait
décidé en environ 4 secondes qu'il était intéressant. Et James sait. Accroupi à son niveau avec l'instinct de quelqu'un qui est bon avec les enfants. Et il a levé les yeux vers moi par-dessus sa tête avec une expression pour laquelle je n'avais pas de mots. Patricia n'est pas venue au dîner du dimanche. Depuis novembre. Warren vient seul, occasionnellement, et lui et Marc ont les conversations prudentes et de reconstruction d'un père et d'un fils qui essaient de retrouver leur repère après un bouleversement. C'est lent. Je pense que tout ira bien. Je n'ai pas parlé directement à Patricia. Rebecca le déconseille, et je suis devenu très doué pour suivre les conseils de Rebecca. Margot m'a appelé en janvier. J'ai répondu parce que j'étais curieuse de ce qu'elle dirait. Elle a dit, j'aurais dû le dire à quelqu'un. Je le sais. Je le sais depuis 36 ans. Une pause. Je pensais que je la protégeais. Tu la protégeais, ai-je dit. Pas lui. Pas moi. Pas Marc. Elle n'a rien dit. C'est une bonne personne. Ai-je dit. James. Tu l'aimerais. Une autre pause. J'aimerais le rencontrer, a-t-elle dit. Doucement. S'il est d'accord. Je lui ai dit que je lui poserai la question. 7 mois plus tard. Les cheveux de Lily sont plus longs maintenant. Les boucles sont plus souples à mesure qu'elle grandit. Elle a les yeux gris de son père et les cheveux de ma mère. Et le rire particulier de quelqu'un qui n'a pas encore appris à le rendre plus petit pour le confort des autres. Je garde toujours le carnet. Non pas parce que je suis en train de suivre quoi que ce soit de nouveau, mais parce que c'est le compte rendu d'un schéma qui était réel, et les choses réelles méritent d'être documentées. Le carnet se trouve dans le même tiroir que les captures d'écran. L'enregistrement de l'appel du laboratoire, le résumé du dossier de Rebecca, et une photographie que James m'a envoyée en mars. Lui et Marc dans un bar à Hartford, tous les deux en plein rire, les épaules presque touchant, l'écho génétique indéniable dans la ligne de leur mâchoire. Je regarde cette photo parfois. Patricia avait passé 7 ans à essayer d'utiliser l'ADN pour détruire mon mariage. Ce que cela a détruit à la place. C'est le secret qu'elle avait gardé le plus longtemps. Le test qu'elle a ordonné. Pour me démasquer l'a exposé.